Bonjour à tous. Alors bienvenue en fait sur le 7e dialogue avec la Nation. Alors comme tous les mois, nous allons prendre 1h30 pour poser vos questions à Jacques Cheminade. Voilà, donc ce dialogue avec la Nation s'intitule L'Europe après Bruxelles. Vous avez certainement une idée du pourquoi. Je vais laisser Jacques Cheminade en fait introduire avec quelques mots cette soirée. Alors, très simplement, on devrait dire le monde, l'Europe et la France après Bruxelles, y compris la Belgique après Bruxelles, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les attentats terroristes à Bruxelles, après ceux de Paris, et que là, très clairement, le défi nous est jeté pour suivre une autre politique, un autre moyen de prévenir ces choses qui sont arrivées à Paris et à Bruxelles. Et puis, le monde et l'Europe après Bruxelles, parce que si il y a un après Bruxelles en matière de lutte contre le terrorisme et contre les conditions dans lesquelles naît le terrorisme, il faut aussi un après Bruxelles en ce qui concerne l'Union européenne, qui pratique aujourd'hui vis-à-vis des gens qui viennent se y réfugier, une politique qui est une politique du contraire de l'accueil, qui est une politique contraire au droit d'asile, et qui n'est pas une politique, comme on dirait aujourd'hui, inclusive. C'est une politique, ça a été de cacher le problème en mettant les éléments du problème sous le tapis aussi longtemps que possible, et maintenant que le problème se pose, le traiter comme un problème et pas comme une exigence d'humanité. Et de se poser les questions sur soi-même, est-ce que nos guerres, les guerres que nous avons soit fomentées, soit encouragées, soit tolérées au Moyen-Orient, ne sont-elles pas la cause de ce qui arrive aujourd'hui? Et mettre fin à ces conditions dans lesquelles nous avons laissé faire ou fomenter ces guerres, n'est-ce pas la question aujourd'hui du monde, de l'Europe et de la France après Bruxelles? Voilà, je voulais commencer par ça. Alors justement, on va un petit peu développer et aborder ces questions tout au long de la soirée avec les questions que nous avons reçues. On va commencer évidemment sur la première chose que vous avez abordée, c'est-à-dire l'Europe après Bruxelles du point de vue de ce qui s'est passé au niveau du terrorisme. Et je vais laisser la parole en fait à Guillaume. Guillaume depuis Bruxelles justement qui a quelque chose à nous dire par rapport à ça, donc c'est en vidéo. Bonsoir Jacques Cheminade. Je m'appelle Guillaume Dubost. Je suis un ingénieur français qui vit et travaille à Bruxelles. Mardi 22 mars, Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l'Union européenne et où siège l'OTAN, a été frappée dans son cœur par des terroristes. Le bilan des attaques à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Malbec est de 35 morts et plus de 300 blessés. Les Français de Belgique et les Belges qui vous connaissent et vous suivent depuis plusieurs années savent que vous avez constamment mis en garde nos chefs d'État et de gouvernement contre les sponsors et les réseaux qui facilitent l'action de ces terroristes. Je parle bien entendu de l'Arabie Saoudite, qui diffuse le wahhabisme, et de la Turquie, qui achète le pétrole de Daesh et leur fournit armes et équipements. Et enfin, il y a le financement du terrorisme, qui serait impossible sans les facilités bancaires des paradis fiscaux de la City de Londres et de Wall Street. Dans ce contexte, M. Cheminade, ma question est la suivante. Quelle politique conseilleriez-vous à nos gouvernements pour pouvoir en terminer définitivement avec cette menace que représente le terrorisme? Merci pour votre réponse. Je pense qu'on ne pourra jamais terminer définitivement pour toujours avec cette question du terrorisme. On peut prendre le sujet à bras-le-corps, ce qu'on ne fait pas. Alors la première défi, c'est de se dire, est-ce que nous autres Européens sommes dignes d'un futur? Est-ce que nous autres Européens avons créé un monde dans lequel l'empathie universelle, le désir de faire des choses ensemble, le développement mutuel, seront au poste de commande, ou bien vont nous créer la situation d'une guerre de tous contre tous? Je crois que le terrorisme permet d'apporter une réponse et de nous dire il faut changer cela, en luttant d'abord contre la pauvreté, contre l'ignorance et contre, je dirais, la suffisance, l'intolérance satisfaite, y compris, bien entendu, religieuse. Donc, il ne faut pas se cacher les problèmes, comme on l'a fait jusqu'à maintenant en Europe, il faut se les poser pour les résoudre. Et bien savoir que c'est lorsqu'il y a des difficultés que l'être humain réagit et trouve le meilleur qu'il y a en lui-même
pour combattre ces difficultés. L'art naît de contraintes, la politique aussi. Alors, évidemment, cela veut dire un certain nombre de choses. À court terme, mener une véritable guerre, est-ce pas se cacher ce qui se passe? Au moment de l'affaire Mera, moi-même, j'avais dit, il y a des conditions qu'on peut voir, ça éclate, ça apparaît clairement. Donc il ne s'agit pas d'un loup solitaire, contrairement à ce que tout le monde disait. Il y a là une série de conditions sociales, économiques et un terrorisme djihadiste qui se sont ainsi manifestés. Et il faut bien voir que ce que je soulignais alors, le lien entre le banditisme et la délinquance au départ, ensuite un endoctrinement pseudo-religieux, le salafisme des ignorants, le wahhabisme des ignorants, et enfin le terrorisme, sont une suite de choses, un enchaînement qui se passe, avec un élément qu'on avait nié à ce moment-là, qui était l'accoutumance aux jeux vidéo violents, qui crée une situation où le vrai et le faux semblent être à la fois, il n'y a plus de critères de vérité, et en même temps, se branchant sur cela, évidemment, les jeux pour de vrai des salafistes, s'adressant, et des djihadistes, s'adressant à des gens dont l'esprit est troublé. Donc, évidemment, nous devons le combattre par des moyens qui soient des moyens de police et des moyens de sécurité. Mais nous devons le combattre en coordonnant notre activité en Europe. Or, il y a l'Union européenne, mais il n'y a pas une lutte organisée contre le terrorisme. Et même à l'intérieur de la France. J'ai ici la déclaration de quelqu'un qui s'appelle Bernard Squarcini, qui s'y connaît dans ces matières et qui nous dit « Les services français coopèrent mieux avec leurs homologues étrangers qu'entre eux ». Donc, il n'y a pas cette coopération. Il y a Europol, il y a INCENT, il y a des organismes, mais on ne coopère pas sur l'analyse. On se dit toute une série de faits, et à l'entrée à Schengen, puisqu'il y a Schengen, on ne se communique pas les choses sur les gens qui vont rentrer à Schengen. Et même avoir les contrôles des passeports des gens qui voyagent en avion, pour avoir un certain nombre d'informations sur ce qui se passe, même sur ça, il y a des oppositions. Et évidemment, on est dans le tout ou rien. Il y a certains qui veulent aller au-delà de toute notion de liberté publique, et d'autres qui ne veulent pas appliquer des conditions de sécurité. Et on ne fait rien en conclusion, presque rien. Donc, il faut à la fois une stratégie d'infiltration de ces milieux terroristes et en même temps une analyse des données. Et on est beaucoup trop dans une vision américaine qui est de recueillir des données et pas assez dans une analyse sérieuse de données entre gens qui se connaissent et qui peuvent le faire, entre élus, juges, policiers, gendarmes, éducateurs, que tous ces gens-là mettent en commun ce qu'ils ont. Et non seulement en France, mais entre ce qui se passe en France et dans d'autres pays. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas la passion de construire quelque chose de commun en Europe. Il y a une institution juridique, il y a un libre-échange, une libéralisation financière à l'intérieur d'un marché, mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de, disons, de volonté commune, politique, de vraiment régler un problème au fond. C'est un peu comme pour l'espace. Si pour aller dans l'espace, vous n'avez pas de développement économique en profondeur, ça ne vaut pas la peine de songer à aller dans l'espace. C'est la même chose pour le terrorisme. Si vous n'avez pas un développement économique en profondeur de la société, et cela pose tout le problème, évidemment, de économiquement, culturellement, socialement, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous n'avez pas cela, ça ne vaut pas la peine de penser qu'on pourra lutter contre le terrorisme. Donc ça pose dans toute sa profondeur ce qu'on veut faire de nos sociétés, et en particulier en France. Est-ce qu'on est prêt à se battre pour qu'il y ait ce que Jaurès appelait un de ces lumineux réveils, ou est-ce qu'on continue à essayer de gérer en attendant que ça se passe et en se disant pourvu que ça dure, et essayons de passer aux autres les responsabilités. Donc voilà, il y a une détermination à prendre, il y a une détermination qui doit être inspirée par la compassion qu'on peut éprouver et qu'on doit éprouver pour les victimes, pour tout ce qui s'est passé, mais créer des conditions sociales où ça ne se reproduise pas. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, par exemple en France, avec les victimes du Bataclan, on a vu les photos, tous les récits, tout ça, créant une espèce d'émotion à fleur de peau, mais on n'est pas allé au fond des choses. Et les deux doivent être ensemble. Si les deux ne sont pas ensemble, la lutte contre le terrorisme n'a pas de sens.
Oui. Jacques Chuminade, lors de votre intervention à l'Académie de géopolitique de Paris en décembre 2014, et à l'époque, notre journal Nouvelle Solidarité avait fait la une avec cela, vous avez souligné la nécessité de frapper le terrorisme au portefeuille. Comment comptez-vous vous y prendre? Bien, c'est quelque chose que, à leur façon, les Russes ont commencé à faire en Syrie. C'est-à-dire qu'ils ont bombardé les installations pétrolières de Daesh, qui en tiraient profit. Ils ont fait savoir aux Turcs qu'ils ne pouvaient pas continuer à encaisser les bénéfices de tous ces trafics. Même la famille Erdogan y est impliquée, c'est un secret pour personne. Et il ne faut pas essayer de promouvoir Erdogan en même temps en disant cet homme va retenir les futurs réfugiés chez lui, on va même leur renvoyer des réfugiés, et puis on l'utilisera et il nous rendra service. Un Erdogan qui a dit lui-même que l'approche institutionnelle d'Adolf Hitler était tout à fait estimable, il l'a dit récemment, et une femme qui dit que le harem, c'était le respect de la femme dans le monde musulman. Donc, quand même. Et on fait des arrangements avec qui il ne faudrait surtout pas, bien qu'il y ait eu cette intervention russe sur le terrain. Mais il n'y a pas d'intervention au niveau des banques et des réseaux financiers qui permettent aux gens qui sont là-bas d'avoir des armes, et en particulier le trafic de drogue. On sait qu'au départ, les revenus pétroliers étaient importants pour Daesh, maintenant on sait que c'est le trafic de drogue, avec des arrangements qui sont un peu partout développés. Donc mettre fin à Daesh, c'est arrêter cette société criminogène que Jean-François Guéraud et moi-même dénonçons depuis longtemps. Lui appelle ça le nouveau capitalisme criminel. Moi je dirais que c'est un féodalisme financier, celui qui est dénoncé le Conseil national de la résistance en 1944. Et que aller à toucher au portefeuille, entre guillemets, c'est prendre l'autorité à un niveau international, et si on ne peut pas le faire, un seul pays ne peut pas le faire, mais dire que les autres doivent le faire et mettre une pression constante sur cela, aller voir dans les comptes des banques ce qui se passe. Or, c'est ce qu'on n'a pas voulu faire, et on n'a pas voulu le faire en France en faisant une fausse réforme bancaire, qui a été la réforme dite au départ de Hollande et Karine Berger. Donc on n'a pas fait une vraie réforme bancaire. Donc si on ne fait pas une réforme bancaire, comment fait-on pour aller voir dans les comptes des banques? On ne le fait pas. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est que les Américains en particulier arrêtent de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, qu'après ils l'utilisent pour autre chose, arrêtent de soutenir l'Arabie Saoudite au Yémen, et que nous-mêmes, nous ne continuons pas à dire qu'il faut un partenariat de référence avec l'Arabie Saoudite, et que nous couronnions avec la Légion d'honneur leur prince. En se trompant de prince d'ailleurs, on couronne le ministre de la Défense, qui n'est pas le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas le plus puissant héritier, qui serait le ministre de la Défense, qui est un jeune irresponsable qui a lancé toutes les opérations contre le Yémen. Donc on ne trafique pas, on n'a pas de relation économique, commerciale avec ces gens-là. Sans ça, tout ce qu'on peut dire sur le combat contre le terrorisme, ce sont de belles paroles, ce que, quand j'étais à Bruxelles il y a des années et des années, on appelait des paroles verbales, c'est-à-dire rien. Alors justement, ça soulève la question de, quelque part, du rôle de la France dans le monde et au Moyen-Orient et ses relations, et comment elle peut, je dirais, redévelopper une dynamique de paix. Donc là, il y a une personne qui pose la question des causes du terrorisme, et qui dit, voilà, vos amis de l'Institut Schiller ont été reçus au plus haut niveau récemment par les autorités égyptiennes au Caire. Non seulement l'Égypte a doublé les capacités du canal de Suez, mais elle inscrit ses investissements infrastructurels dans la perspective de la grande politique de nouvelle route de la soie lancée depuis 2013 par la Chine. À Francfort, je sais aussi que votre amie, Madame Helga Zepp-Larouche, a animé un séminaire diplomatique sur ce thème, avec le consul général d'Éthiopie et d'autres responsables africains. En quoi la France pourrait-elle contribuer à cette dynamique? Il y a eu un texte extrêmement intéressant sur ce qu'on a appelé les 7 péchés capitaux
de la diplomatie française depuis la présidence Sarkozy. Et ce sont une vingtaine d'experts expérimentés de la politique étrangère qui ont écrit ce rapport. Et ce qu'ils disent, présidé par M. Gutmann, qui est ancien ambassadeur de France, ce que disent ces gens-là, à juste titre, c'est qu'on a jeté par la fenêtre non seulement la politique étrangère gaulliste, mais la politique gaulo-mitrandienne, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on est passé à une situation où la France avait une politique d'indépendance, se situait quelque part entre deux blocs, à une politique tout à fait pro-américaine, pro-britannique et, je dirais, atlantiste. On est devenu, dans des conditions, je dirais, encore plus dramatiques que Guy Mollet, à l'époque. Les socialistes d'aujourd'hui sont devenus des atlantistes. Et ça, c'est un drame. La droite aussi est atlantiste, hein, rassurez-vous, vous rassurez-vous pas. Mais c'est cela qu'il faut absolument changer. Il faut une politique qui soit une vraie politique d'indépendance nationale, d'abord. Pas une indépendance pour faire cocorico, mais une indépendance dans laquelle la France doit avoir certains critères de justice et de décence commune dans sa politique, qu'elle n'a pas aujourd'hui. Quand Hollande parle de ce partenariat de référence avec l'Arabie Saoudite, quand Hollande félicite chaleureusement Issoufou, qui a été élu président du Niger, alors qu'il a triché, qu'il a fait expulser du pays son adversaire, qu'il avait fait mettre en prison pour une histoire douteuse, et qu'il a eu 92% des voix, Issoufou, quand même, si on est un peu républicain, un peu démocrate, on ne lui adresse pas des félicitations chaleureuses. On peut lui dire « on est heureux que vous soyez élu », ça se fait en diplomatie, mais pas les félicitations chaleureuses. Donc, on en est là, quelque part. Et par rapport à la question, c'est est-ce que nous avons, vis-à-vis de nous-mêmes, est-ce que nous avons un sens de notre dignité ou est-ce que nous sommes à la remorque constamment d'autre chose parce qu'on accepte d'être un petit pays? Et De Gaulle disait un jour, la France n'est pas la Suède, pas très gentil pour la Suède, mais je dirais qu'aujourd'hui on n'est même plus la Suède. On est un pays qui n'a plus une politique qui corresponde à toute notre histoire et qui en soit l'héritière légitime. On a une politique qui est revenue aux pires errements de la 4e République. Et justement, sur la question, en fait, précisément de quelque part, les politiques actuellement de développement qui sont en train de se mettre en place au Moyen-Orient et du rôle de la Chine, en fait, autour du projet des nouvelles routes de la soie, qu'est-ce que la France, elle, pourrait faire? La France peut faire 3 choses. D'abord, dire on a une terre d'accueil et les vrais réfugiés politiques, on les prend. Bon, les réfugiés politiques ne veulent pas venir. Hein. On a fait toute la publicité sur Calais et ils disent avec ce qui se passe à Calais, on n'a pas envie de venir en France. Bon, il faut leur donner envie de venir en France pour se qualifier, pour se développer, pour être reçus. Mais ce n'est qu'une minorité, celle-là. Ce qu'il faut assurer, c'est dans ce qu'on appelle, sans élégance, les hotspots, c'est-à-dire les camps de transit, en fait, au Proche Moyen-Orient, au Liban, en Jordanie, en Turquie, où il y a à peu près 2 500 000 maintenant réfugiés, que là, on assure des conditions décentes de vie, en attendant que tous ces gens puissent retourner dans leur pays. Et il faut leur assurer le toit, il faut leur assurer la nourriture, il faut leur assurer les soins médicaux, et il faut leur assurer que leurs enfants reçoivent une éducation décente. Les 4 choses. Alors qu'aujourd'hui, on ne collabore pas suffisamment avec les organisations humanitaires internationales qui voudraient le faire. Même Gordon Brown, qui n'est pas un comble de moralité, l'ancien ministre britannique, proteste en disant on ne fait pas assez. Il y a en gros, allez, entre 500 millions et 1 milliard. Alors qu'on donne 6 milliards à la Turquie, Erdogan, pour garder les réfugiés chez eux et même en prendre qui sont en Grèce. C'est quelque chose qui dépasse les bornes les plus élémentaires de la morale. On en est là. Et c'est très grave par rapport au destin d'un pays et à la façon dont notre peuple, le peuple français, ressent les choses dans ce pays. Et je dois dire que, sans doute, beaucoup de jeunes basculent dans le djihadisme pour plusieurs raisons, mais peut-être que si nous avions une politique plus glorieuse, plus juste, peut-être qu'ils ne basculeraient beaucoup moins. Voilà. Oui. Et évidemment, on m'a posé la question de la Chine. La 3e étape, c'est développer, une fois qu'on aura
assurer la sécurité par des moyens militaires et, disons aussi, policiers, la sécurité dans ce pays, par la lutte contre le terrorisme. À partir de ce moment-là, on pourra faire une politique de développement économique dans ces pays. Et la Chine a offert, pour toute la région, pas seulement pour la Syrie, il faut développer toute la région, je crois, à peu près 30 milliards pour développer ces pays. Parce que la Chine sait qu'elle a beaucoup de réserves et que ces réserves vont fondre dans les conditions actuelles du système financier et monétaire. Donc elle cherche à les investir, d'une part, et d'autre part, elle a cette politique gagnant-gagnant, inclusive, dont a parlé Xi Jinping. Donc elle essaye de l'exprimer de cette façon. Beaucoup doutent, ils disent que c'est pour des raisons intéressées. Moi je dis, il ne faut pas prendre la balle au bon, il faut la prendre au mot et y aller. Nous, on n'y va même pas. Alors, on a encore moins à dire que les Chinois sur cette question, alors que la Syrie, c'était un pays d'influence française. C'est là-bas que Abdelkader, qui était devenu ami de certains dirigeants de l'Empire, Napoléon III et de la Troisième République, avait assuré la protection des chrétiens. Et c'est là que, à sa façon, Bachar el-Assad a plus protégé les chrétiens d'Orient qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un dictateur, mais il a assuré cette minimum de protection à des gens de confessions religieuses différentes, y compris des sunnites, qui étaient 80% dans l'armée de Bachar el-Assad. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça pue le pétrole, ce qui s'est passé. Parce que ce que voulait, et le fils de Robert Kennedy, qui est le fils de Bob, celui qui a été assassiné par un Palestinien, il dit, d'autant plus que mon père a été assassiné par un Arabe, je dois dire la vérité sur ce qui se passe. Et ça me coûte, mais je dois la dire. Et il dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que dès les années 2000, on a voulu faire pour que le gaz d'Arabie Saoudite et surtout du Qatar aille en Europe, un pipeline Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie, Syrie, Turquie. Comme ça, on remplace le gaz russe et les Russes se trouvent étranglés. Alors, Bachar el-Assad, qui était les Russes, a dit « je ne suis pas d'accord avec ce pipeline, il ne faut pas le faire, parce que je ne veux pas faire quelque chose qui soit contraire à la volonté de mes amis russes, nos amis russes depuis longtemps ». Et à ce moment-là, Bachar el-Assad, qui avait entrepris certaines réformes, un peu libéralisant les choses, il y avait une certaine sécurité, une certaine forme de laïcité, certes limitée, dans les rues de Damas, Bachar el-Assad, on est rentré dedans, et on l'a provoqué par tous les moyens, jusqu'à lui faire commettre un certain nombre d'erreurs, parce que c'est un dictateur fait toujours des erreurs, et il s'est trouvé dans une situation où toute la Syrie, on a fait un jeu de déstabilisation de toute la Syrie, puis de toute la région. La politique criminelle qu'on a suivie avec les Américains, nous autres, et les Anglais. Rappelez-vous que c'est ces gens-là qui ont chassé Mossadegh en Iran lorsqu'ils voulaient établir quelque chose dans cette région d'indépendance et de développement mutuel en 1953. Donc, les héritiers de la CIA des services anglais ont opéré, selon le plan de quelqu'un qui s'appelle Bernard Lewis, pour créer le désordre et le chaos au Proche et Moyen-Orient, pour pouvoir avoir, disent certains, et c'est vrai, le pétrole à bas prix, mais encore plus, dans ce désordre et ce chaos, que règne leur, je dirais, leur domination et leur gestion de population dont on admettait qu'elle devait être réduite et qu'elle devait être dans un état de désespoir pour pouvoir les tenir. Et c'était toujours la politique d'empêcher qu'il y ait une politique indépendante dans le monde arabe. Et le seul dirigeant européen qui ait voulu cette politique indépendante dans le monde arabe, il s'appelait Charles de Gaulle. Et en même temps, il n'était pas du tout contre Israël. Il voulait cette politique commune. Et aujourd'hui, Shimon Peres le dit très clairement. Je viens de lire quelque chose de lui il y a quelque temps. Il a 92 ans, et c'est quelque chose de tout à fait différent que les dirigeants actuels d'Israël, et comme Nasser était quelque chose de tout à fait différent que les dirigeants actuels des pays arabes. Donc c'est terrible, parce que ce que disait un jour Kateb Yassine, qui est un des plus beaux poètes algériens, il disait « Moi, je suis convaincu qu'un jour, on pourra marier les pamplemousses de Jaffa et les oranges de Blida. » Moi, je le crois. Et la France, au lieu de participer à cet effort, a joué les uns contre les autres en suivant ceux qui avaient ces arrière-pensées financières et de domination. Oui. Autre question, donc, par rapport à la crise syrienne,
donc le 27 mars, donc l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, l'Hezbollah libanais et, il faut le dire aussi, grâce à une certaine coopération de Kerry avec les Russes, Oui. ont donc obtenu la libération de Palmyre. Donc la question qui se pose, c'est d'une part, est-ce que c'est un tournant? Et ensuite, on a plusieurs questions de gens qui nous posent la question que pour l'avenir et dans ce contexte-là, que faut-il penser donc des candidats? Ça, c'est une question donc de Daniel M de Bordeaux et aussi de Agnès F de Choisy-le-Roi. C'est est-ce que ces candidats, Trump, Clinton ou Sanders, comment ça va infléchir la politique étrangère américaine dans le monde et dans le conflit au Moyen-Orient? Alors je dirais d'abord que Palmyre, en effet, marque un tournant, mais ce n'est pas un tournant en soi. Il y a eu, Daesh a à peu près perdu le quart de son territoire, globalement, depuis l'intervention russe. Et d'autre part, ils ont perdu une partie de leurs ressources, qui fait que le trésorier qui vient d'être apparemment tué par un bombardement américain, le trésorier avait réduit de moitié les honoraires qui sont versés aux djihadistes de Daesh. Donc, il y a un tournant. Mais ce tournant, c'est un tournant qui reste militaire et qui reste dans un endroit déterminé. Il reste Mossoul et Raqqa, qui sont les deux grands postes de Daesh. Et il reste ce fait que, si vous regardez bien les territoires occupés par Daesh, ils recoupent à peu près exactement là où devait passer le fameux pipeline Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie, Syrie, Turquie. Donc, les intérêts qui ont promu Daesh, ou qui ont laissé promouvoir Daesh, à travers l'Arabie Saoudite, le Qatar, les sociétés de bienfaisance, etc., avec la CIA et le MI5, même MI6 anglais derrière, et le FBI américain, tous ces intérêts-là restent. Alors, évidemment, par rapport à l'élection présidentielle américaine, la chose devient visible aux États-Unis. D'où le succès de Trump et de Bernie Sanders. Ils n'ont pas trouvé mieux. Hein. Donc, ils expriment pas un vote pour Bernie Sanders, pas un vote pour Trump. Ils expriment un vote contre les gens qui ont été en place, en disant on n'en peut plus de ces gens-là. Donc, ils votent de cette façon. Et c'est très frappant que dans trois assemblées, dans trois États, dans trois assemblées du Parti démocrate, où les démocrates se sont rassemblés, Sanders a battu Clinton à plate couture. Pourquoi? Parce que les gens sont venus en voiture, sous la neige, par le mauvais temps, se réunir et voter pour Sanders. Et même chose pour Trump. Trump a gagné dans l'État où le favori de l'oligarchie en place, Marco Rubio, était le gouverneur. Et il a gagné. Trump a battu Rubio en Floride. Donc c'est quelque chose de très frappant. Maintenant, que Trump et Sanders représentent une alternative, on croit que ça, absolument pas. Ça représente quelque chose qui est une réaction, et une réaction tout à fait, je dirais, immédiate, sans programme, sans projet, sans futur. Et ce que Lyndon LaRouche représente aux États-Unis et son organisation, pour aussi petite qu'elle soit en nombre, c'est cette idée qu'un futur est possible et que les États-Unis peuvent y participer. Et c'est très important que ça existe aux États-Unis, parce que ça permet en Russie d'avoir le sens que cette chose-là existe aux États-Unis. Sans ça, les Russes, ils diront Trump, c'est pas si mal. Après tout, il est pour sortir de l'OTAN. Il est isolationniste, pourquoi pas? S'il fait du mal aux Américains, tant mieux. Donc, la seule façon de donner une vue plus haute aux Russes, et que certains ont, l'entourage très proche de Poutine, là, c'est de montrer que quelque chose peut sortir aux États-Unis qui permette cet accord entre les États-Unis et la Russie, qui est nécessaire au monde. Hein. Ce n'est pas nécessaire seulement aux États-Unis et à la Russie. Alors Kerry a dit quelque chose de très intéressant. Kerry qui s'est mis en avant, littéralement, contre parfois les instructions d'Obama, du président. Et avec Lavrov, ces deux vieux sages, ils ont essayé de calmer le jeu. Ça ne suffit pas. Hein. Il faut toute une politique économique, financière différente. Mais ils ont calmé le jeu pour l'instant. On ne sait pas pendant combien de temps, mais ils l'ont fait. Et on a demandé à Kerry, ce qui est très intéressant, sur un show télévisé américain, quelles questions on lui posait, qu'est-ce qu'on lui demandait. Et il a dit, on me demande, mais qu'est-ce qui arrive aux États-Unis? Quel est ce foutoir aux États-Unis?
C'est ce qu'on me demande dans le monde entier. Et Kerry a répondu, c'est une question embarrassante pour nous et elle est justifiée. Donc il y a dans la situation actuelle quelque chose qui porte vers le changement, mais que les pouvoirs en place, financiers ou autres, essayent d'égarer vers des solutions qui n'en sont pas, comme Sanders, comme Trump ou comme d'autres. Et c'est une situation extrêmement instable, volatile et dangereuse, mais en même temps, c'est une occasion, parce que c'est dans des occasions de ces circonstances que les gens se retrouvent. Et je pense que tout l'effort que notre mouvement fait à New York, à Manhattan, sur le lien entre l'art et la politique est extrêmement important, parce qu'il manifeste le fait que c'est dans un environnement de beauté qu'on peut avoir l'espérance, qu'on peut devenir optimiste pour le futur, que sans ça, si on est dans un environnement où on fait un devoir, on s'incline, on fait un travail, on fait comme on peut, et on souffre, voilà, vous n'attirez pas grand monde. Hein. Donc il y a ce côté très important qui est de reprendre ce que tous les grands humanistes du XVIIIe siècle avaient porté, c'est-à-dire l'éducation esthétique de l'homme, les Lessing, les Schiller, et en France, il y avait au comité de salut public, au comité de, pas de salut public, mais au comité d'éducation de la constituante et puis de la législative, de ces assemblées de la Révolution, il y avait cette volonté avec l'école polytechnique où on apprenait la peinture, où on apprenait la musique, où il y avait ce lien entre science, art et politique. Ça a échoué à la Révolution française parce que, comme dit Schiller, un grand moment de l'histoire a échu à un peuple petit. Aujourd'hui, nous devons grandir pour qu'un nouveau grand moment de l'histoire rencontre un peuple qui grandit. Et ça, c'est tout notre pari politique ici. Alors, fort de ces très très hautes considérations, donc là, on va revenir un petit peu en Europe et comment on peut reconstruire l'Europe sur des bases un petit peu plus hautes. Il y a évidemment une question qui préoccupe beaucoup de nos internautes, c'est la question de comment gérer les problèmes en fait, qui sont les conséquences de nos politiques au Moyen-Orient et notamment les problèmes de guerre, notamment le problème des migrants en Europe. Alors j'ai une personne qui pose la question. J'ai entendu à France Info un haut responsable de l'organisation Frontex en charge de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne. Il a assuré qu'il ne dispose pas d'un fichier complet des individus interdits d'accès en Europe, car, disait-il, les États refusent de partager les fichiers. Dans ce cadre, on nous dit qu'il n'y a que deux choix possibles, soit créer un espèce de FBI européen. Est-ce que, donc, M. Cheminade, vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Ou alors rétablir le contrôle aux frontières, c'est-à-dire abroger les accords de Schengen. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? FBI européen, je ne peux pas être pour, puisque le FBI américain m'a eu sur ses fiches, m'a poursuivi et a demandé à ce que mes activités, on y mette fin, d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont demandé à l'ambassadeur américain il y a des années. C'est apparu dans les textes eux-mêmes qu'on a par le Freedom of Information Act aux États-Unis. Donc un FBI américain, non. Surtout que le FBI, c'était J. Edgar Hoover et toute cette tradition qui a été opposée à Roosevelt et qui a poussé la politique de Roosevelt hors du champ des États-Unis, de la politique américaine, et en imposant à Roosevelt Truman comme vice-président, Truman qui était quelqu'un de faible et pas très futé, et qu'on a imposé et à qui on a fait avaler le fait de lancer les 2 bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, contre le Japon. Donc, renversant complètement la politique américaine, et c'était fait en particulier pour créer une politique de terreur, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelait à l'époque la Russie des Soviets. Donc, voilà ce qui s'est passé avec le FBI. Donc, le FBI européen, non, sûrement pas. Une coordination des polices et des gendarmeries nationales, des systèmes qui sont attachés à éduquer les jeunes dans les banlieues et qui ne soient pas seulement répressifs, qui soient avant tout de trouver les gens qui ont besoin d'une aide, d'une assistance et d'une éducation et d'emploi. Alors ça suppose une autre politique économique et une orientation différente de toute l'Europe et de la France, hein. Ça c'est clair. Donc il y a cela. Et il y a aussi l'autre chose, Frontex, on l'a créé sans lui donner de moyens. Il y a des fous qui disent « mais il faut que Frontex bombarde les bateaux des passeurs ».
mais ils n'ont même pas les moyens pour ça, et ça serait un désastre s'ils le faisaient. Donc on a toute une série de réactions en Europe qui montrent que beaucoup de dirigeants européens ont des barbelés dans leur cerveau. C'est le problème. Oui, donc plusieurs questions donc, sur l'échec du projet européen. Ça, c'est M. Robin G. Qui pose la question suivante. Suite à la déroute du projet européen dans bien des domaines, emploi, sécurité, santé, agriculture, finances, qui n'est qu'un copier-coller du système américain à bout de souffle, quel levier peut-on actionner afin de changer de feuille de route et assumer cet échec? C'est-à-dire repartir les richesses de manière plus équitable, adhérer à des projets qui redonnent espoir, stopper des pratiques destructrices dans le domaine de l'environnement et de la santé, réappropriation par les citoyens des enjeux démocratiques de demain. Et je profite de l'occasion pour poser aussi la question de M. Pierre B. de Mont-Saint-Aignan, donc en Seine-Maritime, qui visiblement ne connaît que très récemment, puisqu'il demande pourquoi Jacques Cheminade ne dénonce pas le traité de Maastricht. C'est pourtant lui qui régit toute la vie en société en Europe. De ce correspondant. C'est l'acte unique dont on s'est moqué à l'époque, en disant l'acte unique, c'est un peu comme ce Français qui est dans un congrès sur la sexualité mondiale, et il est là, présent parmi d'autres, et on interroge les gens, il y a un représentant de chaque pays dans la salle, et on veut savoir combien d'activités sexuelles ils pratiquent, c'est une enquête américaine, combien d'activités sexuelles ils pratiquent par an. Et les gens répondent les uns après les autres, et on arrive à la fin à 2 ou 3 personnes. L'anglais dit 2 fois, et pas toujours avec des femmes. Et on interroge le français, il est tout content, il est en train de sauter dans tous les sens. Et on lui dit, mais et vous? Alors il dit, moi, 1 fois par an. Il dit, mais pourquoi vous êtes content? Bon, ça se fait ça. Il dit, c'est demain. Donc c'est un peu ça, l'histoire. Parce que c'était l'acte unique. Et l'acte unique, c'était quelque chose dont le nom même disait bien qu'on allait exprimer des principes et des intentions à ce moment-là, mais qu'elles ne seraient pas tenues. Elles ne seraient pas tenues dans la durée. Ça serait une sorte, je ne veux pas le qualifier, mais il mériterait cette qualification que vous pouvez imaginer. Donc il y avait ça, et il n'y avait rien après. Moi j'ai dénoncé. J'étais pratiquement le seul homme politique français à l'avoir dénoncé à l'époque. Mélenchon l'a approuvé. Mélenchon a voté pour Maastricht. La famille Le Pen a endossé l'Europe à ce moment-là. Donc ces gens-là sont des tricheurs. Et il faut leur dire, ils sont des tricheurs, ils ne sont pas cohérents. Ou alors ils sont incohérents, ils ont l'esprit un peu troublé. Donc il faut être clair sur ces questions-là. Il y en a qui ont une continuité dans le temps, d'autres non. Et évidemment, si nous n'avons pas eu le succès terrestre que peut-être nous méritions ou pas, mais si nous ne l'avons pas eu, c'est parce que cela était une gêne. Ce que nous faisions était une gêne de ce point de vue-là. Parce que pourquoi on a vendu l'Europe? Pas pour l'Europe. Ça, c'est le secret. C'est pour faire passer avec l'Europe le libre-échange et la libéralisation financière. Et qui l'a dit le premier? 1947, discours de Westminster, Winston Churchill, en disant, dans ce cas-là, on n'y sera pas. Et voilà qu'aujourd'hui, l'histoire se répétant, le Brexit est sur la table. Et une fois que cette conception britannique, depuis 1974, lorsqu'on a fait l'erreur de faire entrer l'Angleterre dans le marché commun, depuis cette époque, l'Europe est devenue de plus en plus une chose de libre-échange, a pratiqué la libéralisation financière, et toutes les visions de futur, les grands projets, tombaient les uns après les autres. Donc l'Europe étant devenue ça, et les banques européennes étant devenues, disons, les complices ou les filiales ou les collaboratrices, les collabos, des banques financières et des banques centrales internationales, on n'a plus eu d'identité européenne. L'Europe, l'Union européenne n'a plus d'identité, surtout lorsqu'on a réuni des pays de l'Est et des pays de l'Ouest de l'Europe, qui n'avaient pratiquement rien à faire ensemble, et surtout qui n'avaient aucun principe permettant de surmonter leurs oppositions. Donc voilà, on a une fausse Europe qu'on a vendue, avec des faux monnayeurs, et dans l'exemple le plus patent est Mario Draghi. Il suffit d'écouter un de ses discours pour comprendre. Il paraît même pire que Janet Yellen, ce qui est beaucoup dire, la Réserve fédérale américaine. Le couple est parfait, d'ailleurs, dans la manipulation monétariste des choses. Ils ne pensent qu'au marché financier, qu'au pari spéculatif, et toute leur politique
est relié à cela. Et ils ont fait le fameux quantitative easing, les allègements quantitatifs, donner de l'argent partout pour que les choses ne changent pas, mais cet argent ne va pas à l'économie réelle, ne va pas à l'économie productrice, il reste entre eux. Et on pourrait aller longtemps dans l'analyse de comment ils l'ont fait pour que ça reste entre eux, mais je pense que c'est même pas intéressant, sauf si certains veulent aller plus profondément dans cette question. Mais en réalité, ils ont créé quelque chose qui s'appelle l'Europe, mais qui n'a rien à voir avec l'Europe humaniste, rien à voir avec l'Europe classique, et qui est quelque chose dont il faut sortir rapidement de cette Union européenne-là, de cette Europe-là, et de cet euro-là, et de l'OTAN. L'OTAN qui est la branche armée de tout le système transatlantique. Et ça avoué, reconnu par le texte même des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc voilà, et ce n'est pas pour le goût du repli national. J'ai aucune admiration pour le sergent-chef Chauvin. Un imbécile est un imbécile, il faut le dire. Mais je pense que la France doit être exemplaire pour le monde. Elle ne peut pas l'être au niveau de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN tels qu'ils sont. Et c'est pour cette raison que la France doit donner l'exemple et être quelque chose qui permette d'avoir une autre politique. Oui, alors dans ces cas-là, on va reposer, parce qu'on a énormément de questions sur la question, voilà, ça revient, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, évidemment, le projet de Mario Draghi. Donc voilà, la Banque Centrale Européenne, ça c'est une question de Monsieur Laurent de Reims. La Banque Centrale Européenne vient de décider ce mois-ci de passer son principal taux directeur des prêts de 0,5% à 0%. Dans un marché ouvert, cet argent gratuit peut pousser les banques du monde entier, Chine, Afrique, etc., à prêter de l'argent à des personnes physiques ou morales en risque de solvabilité, ce qui pourrait, à très court terme, entraîner le monde de la finance dans un nouvel épisode des subprimes. Quel est le risque, selon vous, de cette décision? Et j'ai une autre question. Il n'y a pas de risque, on y est déjà. Même sujet, effectivement. Une autre question d'une personne qui est restaurateur à 7 et qui dit « Je ne serais pas hostile au fait que l'on se passe des banques commerciales. Je comprends que ce qui est choquant, c'est d'essayer de sauver le système en inondant les foyers, en créant des billets, ce qui forcément créerait beaucoup d'inflation. Mais le fait que la BCE transmette en direct sans passer par les intermédiaires, n'est-ce pas une bonne chose ?» Ah, il faut bien voir. C'est quelque chose qui a été posé récemment. Il faut bien voir. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que toutes les institutions et les agences financières sont dans un état de faillite virtuelle ou de quasi-faillite virtuelle. Donc, pour qu'elles ne tombent pas en faillite réelle, on les arrose de liquidités, c'est-à-dire d'argent électronique, monnaie électronique. Bon. Mais à partir d'un certain moment, comment on l'a fait, on fait baisser les taux d'intérêt et on crée même des taux d'intérêt négatifs en faveur des banques. C'est ce qu'ils ne savent pas, mais ce qu'a fait Draghi, il est allé beaucoup plus loin. Il a dit TLRO, ça s'appelle. Il a dit que les banques ne rembourseraient que la totalité de ce qui leur est prêté, moins 0,4%. Donc on donne de l'argent aux banques pour qu'elles empruntent. C'est quand même une chose qu'on n'a jamais vue pratiquement dans l'histoire, si ouvertement fait. Vous avez pensé à ce que disait Jean-Claude Crichet quand on l'interrogeait sur Mario Draghi, en lui disant « Mais que pensez-vous de Mario Draghi? Est-ce qu'il a dirigé Goldman Sachs? Sur la Grèce, il a arrangé toute l'affaire. Après, Goldman Sachs s'est enrichi en jouant sur des assurances sur la Grèce qu'elle a commencé par vendre, puis elle a commencé par spéculer avec. Ces assurances ont énormément augmenté et Goldman Sachs a fait énormément d'argent. Que pensez-vous de Mario Draghi qui a fait tout ça ?» Et vous savez que Jean-Claude Trichet avait répondu, on peut le voir sur Arte, « Mais vous ne m'avez jamais posé cette question. » Donc voilà comment fonctionnent ces gens-là. C'est pour donner une image de comment ils fonctionnent. Maintenant, on arrive à bout. Et j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui est le principal conseiller économique de l'OCDE, qui a été auparavant vice-gouverneur, je peux le dire, il m'a autorisé à le dire, de la Banque du Canada. Et ce qu'il m'a dit deux choses très intéressantes. La première, tout à fait d'accord avec moi, sur le fait que où on baisse les taux d'intérêt, et si on baisse les taux d'intérêt, certes, ça favorise les banques qui jouent sur les marchés financiers, puisqu'elles peuvent emprunter pour pratiquement rien,
jouer sur les marchés financiers, essayer de gagner quelque chose et se mettre l'argent dans la poche. Mais ça défavorise les épargnants, mais ça on s'en fiche, mais ça défavorise évidemment les sociétés d'assurance qui se nourrissent de taux d'intérêt sur les obligations. Un taux d'intérêt, c'est 0. Et quel argent elles pourront donner, ces sociétés d'assurance, à ces assurés? Quelle prime elles pourront donner? Et d'autre part, ce qui n'existe pas en France, heureusement, mais toutes les retraites sur fonds de pension. Les fonds de pension ont des obligations, ils sont obligés d'avoir des obligations avec un certain pourcentage. Là, elles ont tenu, comme les compagnies d'assurance, comme les intérêts baissaient, leurs anciennes obligations, leur prix augmentait, parce qu'on s'aligne sur le taux bas. Donc le prix de l'obligation augmente quand le taux d'intérêt baisse. Donc elles vendaient leurs obligations gagnées, mais là elles sont arrivées à bout, il n'y a plus d'obligations à vendre, c'est fini. Et les nouvelles, taux d'intérêt 0. Comment elles vont fonctionner? Donc, pour elles, il faudrait augmenter les taux d'intérêt. Mais là, c'est un désastre pour les banques. Et les banques qui, elles-mêmes, pendant toute cette période, ont opéré comme ça en relation, c'est le signe qui m'a fait, avec les banques centrales. Donc les banques centrales et toutes les banques ont opéré dans un vaste marché financier incestueux, dans lequel les relations étaient telles à l'intérieur de ceux qui pratiquaient l'inceste qu'on ne reconnaissait plus qui était le fils, qui était la mère, qui était le grand-père, on ne savait plus. Tout le monde coopérait avec tout le monde. Et je veux ajouter quelque chose qui est très grave pour la France. C'est que les gens qui ont mis en place ce système, c'est des Français. Probablement par stupidité, je dis ça pour les excuser. Probablement par stupidité. C'est M. Chavransky à l'OCDE, M. Jacques Delors à la Commission européenne, et le troisième, c'était Michel Condessus au Fonds monétaire international. Tous de gauche et tous plutôt chrétiens. Et tous ont mis en place ce système de dérégulation. Parce qu'ils disaient en dérégulant, on va attirer l'argent de l'étranger vers l'Europe, puisque les financiers vont pouvoir déréguler. Et avec cet argent, on va investir dans l'économie, et ça marchera parce qu'on aura attiré l'argent des autres. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont détruit toute logique dans le système économique productif, et ils ont créé une logique absolument spéculative. Et Michel Condessus l'avait reconnu au moment de la crise qui a précédé celle des subprimes, qui était la crise qu'on appelait la crise de l'informatique, la crise de la économique, comme on disait aux États-Unis. En 2000, il disait, si nous n'avions pas intervenu là, et si dans la crise précédente, dans la crise de LME, on n'était pas intervenu, le système aurait sauté, de proche en proche. Parce que justement, il y a ces liens incestueux, ces rapports entre les uns et les autres. Et il faut dire que nous avons pris de grandes responsabilités en tant que Français, avec ces gens-là, tous Français, et en plus avec nos mathématiciens. Parce que nous avons d'excellents mathématiciens qui ont inspiré au quartier partout, qui ont créé les algorithmes, qui ont créé les effets de levier, qui ont créé les dérivés et la logique des dérivés. Donc, nous avons, disons, beaucoup à nous faire pardonner en changeant complètement l'orientation des choses par rapport à ce qu'ont fait ces gens-là. Évidemment que derrière, ils avaient derrière eux des banquiers anglais, des banquiers américains, et qui leur disaient « allez-y, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Et puis, on a mis en place ce système, qui est un système de faux monnayeurs à l'échelle internationale, pratiqué qui plus est dans l'ombre, dans les dark pools, dans les plateformes alternatives, sans contrôle juridique, sans contrôle, disons, d'État. Donc, c'est dans l'ombre, sans contrôle juridique, et ça se fait à la vitesse de la lumière dans le trading à haute fréquence. Donc, on a créé un système sans créer aucune richesse. C'est comme une série de requins qui voient passer un peu de chair et qui chacun en prenne un petit morceau au passage. Mais comme ils en prennent 1000 fois dans la journée, ce qui passe est très affaibli et les requins très enrichis. Donc c'est de cette façon que fonctionne l'économie mondiale. Et c'est de cela que nous devons avoir nous-mêmes, Français, quand même se dire, nous avons le Conseil national de la résistance, nous avons eu la planification indicative, nous devons y revenir. Alors j'en ai parlé à un socialiste, je peux le nommer, Pierre-Alain Meuet, qui m'a dit « oui, mais votre système, il est bien rustique ». Et je lui dis « et le vôtre, il est bien criminel, il est criminogène ». Et il m'a dit « c'est peut-être vrai ». Et ils parlent comme ça, les socialistes. C'est peut-être vrai, mais on ne peut pas faire autrement. On est dans le... Bon, je pourrais en parler de beaucoup d'autres, à droite et à gauche, qui, parce qu'ils pensent à l'intérieur du système.
Et il n'y a pas la raison d'être d'un système à l'intérieur d'un système. Elle est à l'extérieur. Et ils ne peuvent pas penser à aller à l'extérieur, parce que toute leur carrière a été faite à l'intérieur. Et si vous voulez voir pire que des Français, allez voir à la Commission européenne et vous trouvez pire. Et si vous voulez pire encore, allez à Wall Street. Et si vous voulez pire encore, allez à la City. Et là, vous aurez la collection complète. Merci. Donc là, je vais vous poser une question par rapport à la France. Alors que les questions que vous venez d'évoquer, le sujet du terrorisme, la crise financière, la paix mondiale, tout cela devrait être au centre du débat présidentiel. Malheureusement, on constate que le pouvoir en place en France, en particulier les grands partis politiques, s'acharnent à fermer le jeu et à verrouiller le système. Actuellement, je pense que tous les candidats qui se sont présentés jusqu'à maintenant, on devrait procéder à la déchéance de leur nationalité. Parce que tous ont trahi ce qu'est la France. En tout cas, déjà, par exemple, donc là, le 25 mars, la chaîne parlementaire LCP annonce déjà comme un fait accompli qu'il y aura, bien que normalement il y a encore un vote le 5 avril, on va donc modifier les règles de l'élection présidentielle. C'est l'objet donc de la proposition de loi organique introduite lorsqu'il était député socialiste par Jean-Jacques Urvoas. Son projet officiellement vise à moderniser des règles applicables à l'élection présidentielle et propose de remplacer pour le temps de parole des candidats lors de la période intermédiaire de 5 semaines, donc de remplacer le principe d'égalité actuel par celui de l'équité, qui est jugé beaucoup plus moderne. Vous dénoncez avec force ce projet. Pourquoi? Alors, il faut voir bien toute la cohérence de la chose. De Gaulle avait prévu l'élection présidentielle comme étant la plus juste, la plus ouverte et la plus nationale pour la France. C'était la loi de 1962. Selon cette loi, on savait que les candidats n'avaient pas tous la même fortune. Et pour que chacun parte avec des conditions équitables, on prévoyait pour chacun 1 million de francs d'avance, pour commencer. Plus que l'État prenait en charge, s'il y avait 100 signatures de maire, à l'époque c'était 100, qu'on est passé à 500, je ne conteste pas du tout, mais rien que là, on donnait 1 million de francs. Et ce million de francs était une avance. Et si on avait des dépenses justifiées, on aurait pu dépenser ce million de francs. Si les dépenses n'étaient pas justifiées, on devait rembourser. On avait une avance d'1 million de francs. Bon. Aujourd'hui, on a transformé cette avance d'1 million de francs en une avance qu'on a divisée par 6,66 en euros, 150 000 euros. Seulement, c'est une chose que les gens ne savent pas. Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes politiques qui disent « Ah oui, ah oui ». Et je dis « Vous ne voyez pas le problème ?»« Ah oui, c'est vrai, c'est le pouvoir d'achat. » Et c'est vrai, 1 million de francs de 1962, ça fait environ 1 300 000 euros d'aujourd'hui. Et on donne 150 000 euros. Ça ne s'appelle pas verrouiller, ça? Ça s'appelle verrouiller dans un genre de suffrage censitaire à la Louis-Philippe. On est dans une France Louis-Philippard, vous savez, la tête de poire. Vous pouvez en voir plusieurs têtes de poire, si vous faites travailler un peu votre imagination. Je n'en nommerai aucune. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on découpe à la française. C'est-à-dire qu'il y a la période qu'on ne nomme pas. Puis il y a la période intérimaire, qui est dans laquelle le Conseil constitutionnel décide quels seront les candidats, jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, qui est les 2 dernières semaines. Donc, au cours des 2 dernières semaines, on est obligé de laisser l'égalité, parce que c'est la campagne officielle. Avant, il n'y a pas de campagne, c'est la campagne officielle. Auparavant, entre la décision du Conseil constitutionnel jugeant que les candidats ont bien eu 500 signatures et ces signatures sont légitimes, et la période donc de la campagne officielle, il y a 3 semaines, qu'on appelle la période intermédiaire. Pendant cette période, on dit, eh bien, il y a des candidats, comme ce pauvre Cheminade, par exemple, ils m'ont mentionné nommément, donc Urvoas, qui présidait la commission des lois, qui ne méritent pas, bien entendu, la même couverture que des candidats qui ont fait plus de preuves de leur, disons, présence dans le débat politique. Alors, ils ont dit, les critères seront le nombre de voix obtenues précédemment par le candidat ou son parti et toutes les choses qu'ils ont pu organiser. Alors, il y a
c'est dit d'une façon vraiment tout à fait vague que jugera le CSA, c'est ce qu'ils ont pu faire en termes de débats, de réunions, et tout ça, pour lequel il faut de l'argent. Et l'argent, ils en ont moins, puisqu'il y a l'histoire des 150 000 € seulement. Donc on jugera d'après ça. Donc on ne juge pas d'après les idées, on ne juge pas d'après le fait que ces candidats ont été choisis, présentés par les 500 maires. On impose un critère supplémentaire qui est un critère qui fait qu'on jugera en équité. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'en droit français, on ne juge jamais en équité. 1804, Code civil, qui dit le Code enjoint au juge de juger jamais en équité. Le droit français ne permet pas au juge de juger en équité. C'est valable pour tous les domaines du droit. Donc ça, c'est le principe. Donc on viole un principe qui est le Code républicain français. Mais il y a certains cas d'équité, cependant. Parce qu'il y a eu la pression du droit anglais, il y a eu le droit communautaire, donc il y a eu certains cas d'équité, c'est vrai, dans le droit français. Mais, évidemment, ça je ne le savais pas, je l'ai appris cet après-midi, j'ai regardé dans quel contexte. Et évidemment, l'équité est là, je vous lis, pour corriger les injustices de la loi au sens strict, et je n'ajouterai pas pour créer de nouvelles injustices. L'équité est là pour atténuer des décisions qui pourraient être en égalité, immorales ou contraires au bon sens. Donc, évidemment, l'égalité est là pour corriger les inégalités éventuelles entre le faible et le fort, et jamais pour favoriser le fort. Donc on a dénaturé le principe même d'équité. Ce n'est pas seulement l'égalité, c'est l'équité, qui est un principe de droit anglais, bien entendu. C'était le roi d'Angleterre jugé en droit, et puis, comme il n'était pas là souvent, le chancelier le remplaçait, il représentait les intérêts féodaux, le chancelier, et il jugeait en equity. C'est ça, la source de l'équité. Donc voilà, non seulement on substitue l'équité à l'égalité pendant cette période, mais on n'applique pas le principe de base justifiant l'équité. Et évidemment, le principe d'équité, tel qu'il est mentionné en droit anglais, c'est selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable dans l'accès à un emploi public. Alors c'est quand même gros ce qui a été fait là. Ce n'est pas seulement contraire au principe du droit français, le droit du Code civil qui inspire tout le droit français, mais c'est contraire au principe de l'équité en droit en France transcrit du droit anglais. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, M. Voas? Alors, M. Voas, vous devez être au Parlement, vous ne devez pas y être, hein? Ben, il a fait ce geste-là quand il parlait de moi. Donc, c'est qu'une imitation imparfaite. Donc, c'est absolument extraordinaire, et pas tellement, si vous pensez à l'attitude des néos en 1940, des néo-socialistes, c'est pas tellement étonnant de voir ce genre d'attitude dans quelqu'un qui a, disons, et j'en parlerai demain, qui a perdu le sens de l'équité et de l'égalité. Contrairement à ce qu'il disait il y a quelques années. Donc il est même en contradiction avec lui-même. Non seulement avec l'équité, l'égalité, mais avec lui-même. Il s'appelle un socialiste aujourd'hui. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire que demain soir, vous serez sur France Culture dans l'émission du Grain à moudre à 18h20 pour parler de cette question-là. Vous serez l'invité au sein d'un débat où il y aura notamment la députée rapporteuse de la loi Urvoas. Alors je dirais il y a un autre sujet dans lequel on est en plein déni de démocratie actuellement. Évidemment, c'est la loi El Khomri. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous, et si vous-même, Jacques Cheminade, vous avez entendu M. Valls, disons, renvoyer sur les roses une de ses concitoyennes, puisque lors d'un déplacement officiel, une personne lui a dit « Monsieur Valls, la loi El Khomri, on n'en veut pas ». Et M. Valls a répondu « La loi El Khomri, vous n'en voulez pas, eh bien vous l'aurez ». Voilà, ça a fait quand même jaser sur Internet. Olé ! Donc, oui, voilà. Donc demain, il y aura vraisemblablement des centaines de milliers de gens dans les rues, dont des jeunes, à l'appel des syndicats à nouveau contre la loi El Khomri. Alors très rapidement, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes et à ces gens qui manifestent contre la loi El Khomri, qui n'en veulent pas? D'abord, quelque chose qu'ils savent, qu'on leur a menti, mais ça, ils le savent, ça ne vaut pas la peine de leur dire.
parce que c'est toute la politique de Hollande, c'était, si j'en ai une, c'était contre la finance, qui n'a pas de visage, elle en a un, et il l'a servi, c'était contre la finance, et pour les jeunes, pour la jeunesse. Donc, on leur a menti. Et que la droite, éventuellement, puisse faire pire, c'est pas une excuse. Donc, il faut qu'ils voient bien que ça ne... Évidemment qu'il y a la loi El Khomri elle-même, et que la logique suivant laquelle, en facilitant les licenciements, on permettra davantage d'embauches, est une logique étrange. C'est comme si on dirait le blanc est noir. Et vous savez que Bertrand Russell avait dit « Nous aurons gagné, nous, l'oligarchie, quand nous convaincrons les enfants que la neige est noire, et celui qui dira que la neige est blanche sera montré du doigt par tous les autres. » Donc la loi El Khomri, c'est un peu ça, on inverse les choses, l'ordre des choses. Et on prétend faire une loi qui permettra plus d'emplois, alors que non seulement on facilite le licenciement, mais on facilite le licenciement même dans une période où l'entreprise fait des bénéfices. C'est ça qu'apprécie Pierre Gattaz. Lorsque l'entreprise fait des bénéfices, on aura le droit, dans certaines conditions, de réduire un peu les salaires pendant un certain temps et d'accroître le temps de travail. Il faudra un accord. Mais il suffira que les minoritaires votent cet accord et qu'après on convainque tout le monde par un référendum dans l'entreprise que c'est bien. Alors évidemment, ça vise à atomiser les syndicats, qui sont déjà faibles en France. Donc c'est une loi antisyndicale, il faut le dire. Macron le dit presque d'ailleurs, il est plus un Jean Bouche-d'Or que les autres. Et la deuxième chose, c'est que en même temps, on décide que si l'entreprise fait des pertes pendant une certaine durée ou a une baisse de chiffre d'affaires pendant une certaine durée, ça ne s'est pas encore fixé, je ne sais pas quel est le chiffre qu'on a retenu finalement en semaine, bien, dans ce cas-là, l'entreprise peut procéder à une réduction des salaires et à éventuellement des licenciements qui deviennent justifiés. Donc c'est une loi qui inverse les choses. Et moi, la citation qui m'a le plus frappé, c'est celle de l'ancien Olivier Blanchard, qui est l'ancien associé de Dominique Strauss-Kahn au Fonds monétaire international, qui a dit nos travailleurs sont trop protégés, ça ne permet pas une concurrence saine. Donc c'est assez étonnant. Donc les choses sont sur la table. Et en aucun cas n'a été créée une question qui se pose et qu'on a éliminée parce que dans la version initiale de la loi El Khomri, elle figurait, c'était l'ubérisation, pour favoriser l'ubérisation. Alors, il est vrai qu'on rentre dans une économie du numérique et de la robotique et qu'il faut faire quelque chose. Mais pas l'ubérisation à tout prix. Il faut faire autre chose. Et là, on ne voit rien qui soit traité ni dit par le gouvernement, parce que si vous ralliez à l'économie telle qu'elle ne fonctionne pas, vous êtes obligé d'être favorable à l'ubérisation où les travailleurs reliés à des plateformes ne sont ni protégés ni rien. Alors on dit oui, mais on a le CPA qui protégera les travailleurs dans leur parcours. Mais on ne sait pas très bien, ce n'est pas défini et Hollande ne l'a pas défini clairement, d'une part. D'autre part, on n'envisage pas du tout l'entreprise du futur. Et si on voudrait réfléchir à quelque chose, il faudrait réfléchir à l'entreprise du futur, où en effet, probablement, compte tenu de la vitesse de transmission, de la robotisation, du numérique, une entreprise du futur fonctionnerait un peu comme une équipe qui est dans la gestion d'une mission spatiale, ou une équipe qui est dans la gestion d'une mission moderne, d'une agriculture moderne. C'est-à-dire une équipe où il n'y a pas de lien hiérarchique direct, immédiat. Elle fonctionne en réseau. Elle fonctionne, les gens se parlent les uns aux autres et voient les uns avec les autres, avec le sens de mission que chacun a, comment procéder. Ils communiquent constamment sur ça. Ils essayent de trouver constamment des méthodes, des moyens d'arriver plus vite, d'être créateurs.
Mais pour ça, il faut un but physique. Alors je discutais de ça avec l'économiste de l'OCDE. Mais vous ne savez pas combien vous êtes près de la réflexion à l'OCDE. On est dans cette réflexion. On est contre la notion actuelle de produit intérieur brut, qui est la somme des valeurs ajoutées. Hein. Vous vendez et vous achetez, vous vendez et vous achetez, vous faites un profit, la somme des profits, des plus-values, ça fait la valeur ajoutée de l'économie. Bon. Et ça, on ne veut pas, mais on veut des critères qui prennent en compte l'espérance de vie, l'éducation, les loisirs, toute une série de nouvelles données. Alors je dis, mais vous arrivez à quoi? Il dit, mais pour l'instant, pas à grand-chose. Je dis, moi je vais vous dire pourquoi vous n'arrivez pas à grand-chose. Parce que vous exprimez ça en termes monétaires et statistiques. Et en termes monétaires et statistiques, vous allez retomber toujours sur la même chose. Il dit, c'est exactement ce qui nous arrive. Mais je dis, pourquoi aucun d'entre vous ne parle pas et ne le dit pas, puisque vous le savez? Et il m'a regardé et il m'a dit, very simple. C'est l'expression en anglais, kill the messenger. Si vous dites la vérité, on tue le messager. Bedos l'avait dit d'ailleurs. Il a dit la vérité, comment c'était? Il a dit la vérité. Et, Béard, c'était Béard. C'était Guy Béard. Donc, on n'a pas le droit de dire la vérité dans ces institutions. Il faut faire semblant. Et là, on a une France qui fait semblant d'être socialiste, par exemple. Et une droite qui fait semblant d'être gaulliste. Et à force de faire semblant, il arrive ce qui arrive aux vies végétatives, on se plante. En tout cas, nous, on ne fait pas semblant de faire de la politique et on a sur notre site en fait, mis en ligne un nouveau tract pour manifester contre la loi El Khomri. Donc on vous invite largement à utiliser demain lors des manifestations. Donc je vais passer à la question suivante avec Karel. En disant que cette loi El Khomri, il ne faut pas la voir comme une chose en soi, il faut la voir dans le contexte de revenir à l'esprit, pas à la lettre, mais à l'esprit du programme du Conseil national de la résistance au jour heureux. C'est seulement si on revient à cet esprit-là, avec toute une série de décisions politiques fondamentales, qu'on peut vraiment faire face à ce qu'on peut appeler un nouveau salariat. Ou une nouvelle autonomie au sein du salariat, ou de nouvelles protections pour des travailleurs qui ne seront pas salariés. Parce qu'il y a la grande discussion, hein, c'est la fin du salariat, la grande discussion. Mais tout le monde est entre deux choses, le salariat avec exploitation et l'absence de salariat avec exploitation. Je crois que vous avez tous trouvé le dénominateur commun. Oui, donc par rapport à ça, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Donc vous avez déjà en partie répondu. Je veux quand même poser la question des personnes. Donc c'est M. Karine de Terrasson-Lavilledieu en Dordogne qui dit comment, dans un contexte socio-économique entièrement verrouillé par l'oligarchie financière de la City et de Wall Street, Jacques Cheminade propose-t-il de répondre à la problématique grandissante du chômage chez les jeunes? Et ensuite, j'ai une question de M. Leroy, qui est maire de Saulchois-sous-Poix, dans la Somme, qui dit quelles seraient vos préconisations pour revenir en plein emploi? Que pensez-vous du travail de dimanche? Quelle est votre position par rapport au corporatisme? Tous les jours, je me préoccupe de mettre des gens debout parce qu'ils ont des droits comme ils ont des devoirs, mais tous ne seront pas égaux face à la maladie, par exemple, parce que différence de prise en charge, etc. Parlez-vous de privilèges ou d'avantages acquis, de différences? Que pensez-vous de tout cela? Qu'il faut une nuit du 4 août pour les élites françaises. Je ne suis pas le seul à le penser. Vous avez une nuit du 4 août, on abolit les privilèges. On doit très vite avoir à cœur cette décision, sans que nécessairement l'application pratique, elle, soit immédiate. Mais il faut avoir à cœur ce but, parce qu'il est nécessaire de le faire si on veut redonner à la France un rôle, je dirais, de service de la cause de l'humanité. Et c'est seulement le service de la cause de l'humanité qui justifie l'existence d'un État-nation. Un État-nation sans le service de l'humanité, c'est, je dirais, quelque chose qui est un corps sans âme, donc un animal politique. Alors, évidemment, si on ne change pas la règle du jeu profondément,
on cherchera à créer de l'emploi dans un système dont la raison d'être est d'éliminer l'emploi. C'est un peu un paradoxe. Le système actuel essaye de réduire le coût du travail et de réduire l'emploi et utilise la robotique et le numérique pour ça. Donc, il faut changer d'orientation et couper le lien entre ce que j'appelais le monde de la City et de Wall Street, le monde financier, et la numérique et la robotique. Et on est sur le fil du rasoir aujourd'hui. Parce que où ça reste du côté de la City, de Wall Street et de la logique financière, qu'on peut appeler la logique de l'Empire britannique. La personne à qui je parlais hier, qui lui-même est canadien, disait oui, c'est l'Empire britannique, mais il n'avance pas toujours avec un drapeau anglais. Oh, oh. Parfois c'est un drapeau français. Oh, oh. C'est vrai. Donc c'est une logique intellectuelle, idéologique, destructrice, qui est celle-là. Donc si on n'en sort pas, avec la séparation bancaire, avec une politique de crédit public orientée vers les infrastructures et la production, avec une politique de banque nationale, une politique où le peuple est dans cette banque nationale, où les députés et les sénateurs pensent en fonction de cette politique, et où il y a une planification indicative qui réunit les forces vives de la nation. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez plus rétablir une société, je dirais, juste, qui crée des emplois qualifiés, des emplois d'avenir. Et il faut, de surcroît, une politique avec de grands projets pour l'humanité, qui est de développer les régions comme le Moyen-Orient ou l'Afrique, et en même temps une politique spatiale avec les objectifs communs de l'humanité. C'est notre politique. Personne n'a ce programme-là, parce que tout le monde pense à l'intérieur du système tel qu'il est, avec parfois de très bonnes propositions, mais elles n'aboutissent qu'à renforcer et à développer ce système. Alors, il y en a qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais pour ce que j'appelle un national-monétarisme. Alors, entre national-monétarisme, on continue le jeu, et national-fédéralisme, je vous laisse voir quel est le dénominateur commun. Fédéral-monétarisme et national-monétarisme, le dénominateur commun, c'est le monétarisme. Donc, on a cette logique-là, et il faut en sortir. Ceci dit, il y a toute une série de mesures qu'on peut prendre, même dans le travail, mais ces mesures ne pourront s'inscrire que dans ce développement. Ça veut dire, par exemple, des prêts bancaires aux entreprises pour embaucher avec la garantie de l'État. Pendant 2 ou 3 ans, les prêts bancaires de salaire, pour 20 entreprises, embaucher. Alors, les banques, évidemment, doivent faire des prêts aux entreprises, qu'elles ne font pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les banques, dans le système dans lequel on est, elles gardent soit l'argent pour elles, parce qu'elles savent qu'il y a des critères de rentabilité qu'elles ne remplissent pas, donc elles gardent pour elles cet argent que leur donnent les banques centrales, pour, au moment où il y aura un krach, mieux résister, d'une part. Et d'autre part, avec le reste, elles jouent avec de l'argent emprunté, c'est-à-dire avec l'argent d'autrui, dans les choses les plus spéculatives possibles, pour gagner le plus d'argent possible. Donc il y a 2 parts, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce haut fonctionnaire de l'OCDE m'a dit « But Jacques, that's us. » C'est nous, c'est ce que nous faisons. Donc ces gens-là sont parfaitement au courant, et ils voudraient autre chose, mais ce sont des experts, ce ne sont pas des politiques. Et ce que lui m'a dit, c'est, et ça je voudrais bien que ça s'imprime dans vos têtes, il m'a dit « Vous avez drôlement du courage. » Alors j'ai dit « Mais pourquoi ?» Ah ben c'est très simple. Il m'a dit « Vous avez du courage parce que la France est le pays le plus incestueux du monde, probablement même plus que le Japon. » Alors j'ai dit « Mais pourquoi vous dites ça ?» J'étais vice-gouverneur d'une banque et j'étais avec Jean-Claude Trichet. Et voilà Jean-Claude Trichet qui s'adresse à tout le monde et qui dit « Voilà, nous nous sommes réunis aujourd'hui, j'étais directeur du Trésor, je dois vous annoncer que demain, je serai gouverneur de la Banque de France. » Alors, tous, quand même un certain nombre, on dit quand même inceste, inceste. Et il le dit sans que ça lui cause aucun problème. Il dit « Mais vous en faites pas. » Il dit « Je serai remplacé par un de mes principaux adjoints qui va me remplacer au Trésor. Et il va me remplacer un certain nombre d'années. Et ensuite, il ira dans une banque privée où il fera très bien son travail. Puis, il y a 1 ou 2 personnes de banque privée, ça doit vous rassurer, vous, banquiers privés ou banquiers centraux du monde, qui iront comme conseillers à l'Élysée.
Et à l'Élysée, vous aurez des gens qui viennent de la banque privée, parfaitement compétents et qui ont très bien compris les règles du marché. Donc tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes monétaristes possibles. Servis par des agents de l'État qui ont fait l'ENA. Donc c'est marrant, quand même. Alors ça, c'est l'inceste française. Certains qui ont fait Sciences Po ou l'ENA savent de quoi il est question, comment ça se fait. Avec, dans un système britannique, disons, sans doute moins d'inclusivité monétariste, où il y a des gens hétérodoxes, comme certains, qui peuvent être admis dans le système et dire tout à coup des choses parce qu'on pense qu'ils renforcent le système en prenant des choses. Les Français sont probablement moins, nous sommes, notre oligarchie est moins habile. Elle essaye de maintenir à tout prix. C'est pour ça qu'il y a une chance plus grande probablement en France de la faire vaciller sur ses bases que dans d'autres pays. Parce qu'elle arrive à dominer l'univers politique en proposant dans le supermarché politique toutes les nuances de gris qui sont possibles. Vous les voyez. Aujourd'hui, vous avez non seulement tous les candidats de 2012 qui sont candidats, mais il y en a une flopée d'autres. Vous avez Nouvelle Donne qui, 2 mois et demi après nous, fait une proposition contre la loi Urvoas, en disant que s'ils sont les premiers. Je connais les gens de Nouvelle Donne, je suis d'accord avec Isabelle Attard, je suis content qu'elle ne les fréquente pas. C'est une députée écologiste qui était passée à Nouvelle Donne. Elle en est partie, comme elle est partie des écologistes d'ailleurs. Donc il y a des gens qui ont encore un peu la tête sur les épaules dans ces circonstances. Mais en France, il faut voir que dans le domaine politique, on est prêt à avoir toutes les nuances possibles pour capturer les mouches, mais dans le domaine financier, alors non. On est entre soi. Et on est les créateurs de ce système, Chavansky, Delors, Condessus. Et je pourrais citer quelqu'un qui est très caractéristique, qui est l'homme qui a contrôlé ce pauvre Bérégovoy, et a convenu Bérégovoy au désespoir ensuite quand il a réalisé ce qu'il avait fait avec cet homme, qui est Jean-Charles Naouri. Alors Jean-Charles Naouri, c'est un exemple, c'était le surdoué. Il avait fait Normale Supérieure Sciences, l'ENA, Sciences Po bien sûr, l'ENA et Harvard. Et c'était le pire. Voilà le problème que nous avons en France. Parce que naturellement, il a servi tous ceux qui avaient permis sa carrière. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés y seront encore. Oui, pour reprendre, pour redonner la parole aux gens qui sont victimes de ce système, j'ai ici une question donc, du président de l'association française de promotion de la recherche médicale de Toulouse, qui demande quelle est votre politique vis-à-vis des start-up, notamment porteuses de projets innovants, qui malheureusement, à défaut d'aide financière et de soutien, ne parviennent souvent pas à franchir le cap des 2 ans après leur création. Il y a 2 choses. D'abord, un certain nombre de gens intelligents du milieu des start-up savent assez bien ce qu'il faut faire pour créer un esprit start-up. Je pense à Xavier Niel, qui a créé une école que j'ai visitée récemment, qui est très intéressante, qui est tout près d'ici, dans laquelle il a tout payé, il a payé 30 millions pour que cette école soit fondée. C'est gratuit, c'est à l'américaine, vous pouvez rentrer jour et nuit quand vous voulez, c'est ouvert jour et nuit. Il y a des lits installés au milieu parce qu'il y a des geeks qui travaillent tout le temps. Il y a 900 ordinateurs par étage, il y a 3 étages, il y a 2700 ordinateurs. Et tous ces gens travaillent dans un programme intéressant, dans les règles du numérique, avec 21 étapes. Et il faut faire chacune des 21 étapes. Mais la logique et le fondement de l'étape 14 à 15 est absolument différente de l'étape 1 à 2 ou 3 à 4. C'est-à-dire qu'il y a une progression avec différentes réactions cognitives, comme ils disent, différentes. Donc ils ont déjà fait ça. Et ça, pour faire du numérique ou de la robotique, c'est parfait. Et ce sont des gens qui, dans les entreprises, seront beaucoup plus recherchés qu'un polytechnicien qui a encore quelques morceaux d'humanisme collés à la peau. Donc ces gens-là sont très intéressants, parce que, en même temps, j'ai discuté avec certains d'entre eux, c'est très intéressant. Par exemple, ils avaient réussi à faire quelque chose de très intéressant, un grand match de football, avec des joueurs qui étaient contrôlés par leurs ordinateurs et la façon dont ils procédaient. Et je vous assure, cette partie de football, dans une autre existence, je m'y connaissais en football, était mieux qu'une partie de football réelle.
Donc, vous avez quelque chose d'assez hallucinant qui se passe, avec en même temps les serviettes n'importe où, le côté convivial, on se parle, on se développe. Ça existe dans ce milieu-là. Seulement, ça n'a pas de lien avec l'économie physique. Encore que, parfois, il y a des gens qui viennent, comme celui d'un grand dirigeant d'une grande entreprise française que je peux mentionner, et qui a dit « Je veux que vous me définissiez, vous avez 2 jours là, il vient en amphi, alors tout le monde se précipite parce qu'on offre la pizza, les boissons et tout le reste, et puis on est référencé par les entreprises, je veux que vous imaginiez le véhicule de l'avenir. » Et tout le monde, pendant 2 jours, travaille 48 heures sur le véhicule de l'avenir. Il y a des classements, l'entreprise juge ce qui est intéressant ou pas, et à ce moment-là, ceux qui ont gagné, ceux qui sont les 2 premiers, sont référencés dans l'entreprise et risquent d'engager avec des salaires qui feraient probablement même pâlir un HEC gagnant 4 500 € par mois. Donc, vous avez ça. Et vous avez même le droit à des humanités. Par exemple, les murs sont couverts de toutes les écoles modernes des graffeurs. Des graffitis partout, qui sont collectionnés dans tout Paris. Donc, vous avez ça. Ça existe. Et ça, il n'y a pas besoin de financer. Hein. Neil a été assez intelligent pour le financer. Maintenant, ce qui arrive après, quel lien avec l'économie physique? Il n'y en a pas. Donc, il faut créer ce lien avec l'économie physique productive, et ça pose tout le problème que nous posons avec la politique spatiale, la fusion thermonucléaire contrôlée, et tout ce qui va créer un véritable emploi dans le domaine de transformation de l'être humain et de la nature ensemble. Parce que sans ça, avec ce système, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez la super caste des gens qui seront passés par là, qui sont ultra payés. J'ai vu un type d'une société Syntec d'informatique qui dit « Moi, dans notre société, c'est 97,5% de CDI et vous commencez à 3 000, 3 500. Et vous allez très vite au-dessus des HEC, vous avez 7 000, 8 000 assez rapidement si vous êtes bon. Donc vous aurez ces gens-là. Puis vous aurez les autres qui auront perdu leur emploi. Parce qu'avec le numérique et la robotique, vous avez une perte entre 40 et 50% d'emploi. Alors que deviendront les autres? Les ilotes de Sparte, je leur ai dit. Et ils ont dit, oh, peut-être qu'ils se perfectionneront, peut-être qu'on verra, mais il faudra leur donner un revenu universel pour qu'ils puissent consommer. Parce que, comme m'a rappelé ce type de l'OCDE, je finirai par cette histoire qui est magnifique, absolument magnifique. C'est Walter Rogers qui dirigeait la FL-CIO. Alors c'est au temps de l'automatisation. Alors un patron de Ford le reçoit et lui dit, voilà, monsieur Rogers, voilà nos robots, hein, voilà nos robots. Ils travailleront dans l'automobile. Vous qui dirigez la FLCO, comment vous allez faire pour les embaucher dans votre syndicat, hein? Ça vous apportera un problème, hein? Et Rogers lui a répondu du tac au tac. Et vous, comment vous allez faire pour qu'ils achètent des automobiles? Voilà le monde où on est. Et ça donne assez bien, je pense, cette anecdote est très parlante par rapport à ce monde-là. Donc, évidemment, si on ne recrée pas pour la jeunesse, et on revient à la jeunesse, un lien entre ce travail dans tout le secteur du numérique et de la robotique, l'économie digitale, et l'économie productive, l'économie physique, l'économie qui transforme la nature, et tout le domaine médical en est un d'ailleurs, où il y a des progrès énormes qui vont être accomplis. Les CRISPR, là, qu'une Française a inventé, c'est qu'un élément. Vous savez, la réparation de l'ADN, c'est qu'un élément. Donc il y a énormément de possibilités dans le secteur médical qu'il faut que toute la médecine devra se transformer. Donc il y a toute une transformation de la société qui, comme dans toutes les grandes mutations, sera très douloureuse. Donc comment le faire pour qu'elle ne le soit pas? Et comment faire pour que les gens s'enthousiasment pour cette transformation, au lieu que certains s'y opposeront et d'autres essayeront de la contrôler pour des intérêts personnels liés au monde financier qui est le monde dominant aujourd'hui. Donc je discutais avec une ou deux personnes qui ont suivi ces questions-là. Je leur disais, moi je pense qu'on est au fil du rasoir. Et ils m'ont dit, vous avez parfaitement raison, on est sur le fil du rasoir. Indépendamment du risque de guerre, indépendamment du risque de chaos et de krach financier. Hein. Ça vient en plus. Il y a un domaine, et ce sera l'avant-dernière question, parce qu'on approche de la fin. On va essayer de venir sur cette question-là assez rapidement, même si elle exigerait qu'on développe davantage. Mais il y a un domaine qui est très lié à la question du numérique et du monde de demain, qui inquiète énormément les enseignants, en fait, qui se jugent sur le fil du rasoir, justement. Là, il y a une question de Madame
Christine V de Charleville-Mézières, qui dit « Nous le savons, l'enseignement fondé sur la mémorisation, table de multiplication, orthographe, date historique, etc., requiert que l'on apprenne à force de répétition. Pourtant, le cerveau, d'après ce que je lis, a une capacité beaucoup plus importante à se souvenir de schémas. Si vous étiez à la présidence de ce pays, est-ce que vous encourageriez les professeurs à cesser le formatage des esprits en autorisant les élèves à partir à la découverte, à l'intégration et à l'utilisation d'une information ? Les ordinateurs, les tablettes, les écrans blancs font non seulement des élèves assis et obéissants, mais contraignent nos enfants à devenir encore plus passifs en pensée et soumettent leur corps aux ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Gaspard Monge, Lazare Conneau, prieur de la Côte d'Or. C'est-à-dire avoir un enseignement qui soit basé sur le développement des capacités créatrices de chaque être humain. Élever à la dignité d'homme tout individu de l'espèce humaine. C'est ça, et la dignité d'homme, c'est découvrir, connaître, comprendre et aller au-delà de ce qu'on sait, aller vers un inconnu. Alors que, dans l'enseignement français, la tendance que l'on a, en utilisant ces outils de l'informatique, qui pourraient être utilisés pour autre chose, hein, c'est pour un monde de formules, d'applications et de différentes combinaisons syntaxiques ou linguistiques de ce qu'on sait. De ce qu'on sait déjà, induction, déduction. Donc ça, c'est totalement destructeur de l'esprit humain. C'est-à-dire qu'on agit comme un ordinateur, et on n'agit pas comme un créateur. C'est ça le vrai problème, d'une part. Et d'autre part, vous avez ce qu'on fait chez soi, où avec l'ordinateur, vous êtes rentré dans l'univers de l'irrationnel, c'est-à-dire des jeux vidéo violents, où le vrai du faux, c'est vrai-faux. C'est comme les passeports en son temps de M. Pasqua. Et c'est du vrai-faux. On ne sait pas si le passeport est vrai ou si c'est faux. Si c'est pour de vrai, c'est pour de faux. Et ça devient pour de vrai si vous rentrez dans le judaïsme, par exemple. Là, ça devient pour de vrai. Donc vous êtes dans ce domaine-là. Donc imaginez les jeunes d'aujourd'hui, moi j'en connais beaucoup, imaginez pris entre ces deux choses. C'est comme deux choses qui se réunissent entre soi, dans lesquelles sa part d'humanité est écrasée. Donc tout ce qui est découverte, tout ce qui est recherche, doit être encouragé. Moi je peux vous le dire, j'avais 6 ans, je ne savais pas lire. Et j'avais des institutrices françaises, qui étaient, je dois dire, parfaitement insupportables, pas parce qu'elles étaient françaises, mais parce qu'on leur avait enseigné une méthode formelle qu'elles m'infligeaient. Et moi, je ne voulais pas. J'étais un enfant assez rebelle, je ne voulais pas. Mes parents étaient désespérés. Ils m'ont mis dans l'école argentine, avec une enseignante argentine et d'autres élèves. Et on parlait une autre langue. J'ai mis 15 jours à apprendre à lire. Je savais déjà. Et ça, pensez, beaucoup de gens savent déjà. Mais ils ne veulent pas le montrer, parce que les conditions sociales du montrer ne sont pas réunies. Ils ne veulent pas montrer leur part d'humanité, parce qu'ils ont peur qu'on en abuse. Et ça, nous devons créer les conditions où ces parts d'humanité soient reconnues. Si on ne crée pas ces conditions-là, on ne peut pas avoir une autre politique. On va avoir des plans B, C ou Z, on n'ira nulle part si on ne crée pas cette part d'humanité. Oui, donc je vais poser la dernière question, puisqu'on vient à la fin de cette émission. Donc malheureusement, on n'a pas pu répondre à... Vraiment, il y a une richesse de questions incroyable. On va essayer quand même de vous répondre par la suite. Donc il y a plusieurs personnes qui posent des questions sur l'inquiétude par rapport à un danger quasiment de guerre civile en France. Donc ça pose évidemment la question de qu'est-ce qu'on présente comme alternative. J'ai aussi une question ici de M. Alpha Zento, président de Panafrique, qui est ici dans la salle, qui pose la question suivante. 2 revendications politiques pour combattre le racisme en France ont été mises entre parenthèses par le gouvernement Hollande. Premièrement, le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections municipales. Deuxièmement, les contrôles policiers avec présentation des immatriculations des policiers. Le Parti Solidarité et Progrès peut-il reprendre les 2 revendications en 2017 dans son programme? Et donc, la question finale qui se pose derrière tout ça, c'est voilà, est-ce qu'à un moment donné, vous comptez vous présenter aux élections présidentielles? Est-ce que vous envisagez ce genre d'éventualité? Alors, par où commencer? Parce qu'il y a 3 ou 4 questions en une. Quelle était la première? La première, c'est par rapport à apaiser le climat de guerre civile.
Alors, il y a un danger. Hobbes dit, le philosophe anglais, dit les êtres humains livrés eux-mêmes font la guerre de tous contre tous. Donc pour l'empêcher, il faut un État fort, une autorité forte, un léviathan qui contrôle tout le monde. Et ça, c'est le danger dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est en contradiction avec ce que permet le numérique et la robotique, c'est-à-dire l'organisation de sociétés en réseau, qui peut être aussi très mauvais, parce que ces réseaux peuvent être une façon indirecte d'exercer un pouvoir sur les gens, de la même façon, de façon plus subtile qu'avec un dictateur, mais avec une dictature, je dirais, de l'absence de pensée et de l'absence d'enquistement dans un système, dans une logique, Bertrand Russell, ou toute cette école-là, on pourrait en reparler une autre fois. Donc on est face à cela. Et la seule façon, c'est que les gens se lèvent et fassent des choses, que les gens redeviennent citoyens. Or, je vois les gens, y compris dans notre pauvre mouvement, pas toujours croire à la citoyenneté, pas toujours croire qu'il y a un avenir dans lequel les gens peuvent prendre en main leur propre destin. Et ça, c'est le défi d'aujourd'hui. Et les gens ont en même temps peur et pensent qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne sont pas capables et qu'ils doivent se trouver un créneau quelque part. Et bientôt, ce sera comme pendant les guerres où les gens essayaient de se réfugier dans des trous d'obus, mais les obus continuent à tomber, y compris dans les trous d'obus. Donc c'est un peu la situation dans laquelle mentalement on sera aujourd'hui, et ensuite, dans une deuxième période, elle risque d'être rapidement physiquement, avec un risque de guerre de tous contre tous, pas seulement un chaos et une guerre intérieure, ce qui est possible en France, parce qu'actuellement on a des gens qui sont dans la lassitude, dans le pessimisme, mais ça peut éclater très brutalement. Et quant aux deux revendications, le droit de vote aux étrangers, nous l'avons toujours défendu, mais dans le cadre d'une politique de co-développement avec les pays du Sud, organisée, et avec les gens qui sont les étrangers qui sont en France, qui devraient jouer un rôle fondamental dans cette politique de co-développement. En même temps, moi j'étais pour un ministère du co-développement, de l'intégration et de l'éducation, mais pas de l'éducation au sens où on va leur apprendre comment faire, mais on va ensemble rétablir ce que sont les valeurs de la République, dans des conditions qui sont différentes de celles qu'elles ont été par le passé, mais De Gaulle disait à Constantine, dans son discours de 1943, que s'il fallait refaire la France comme avant, lui, il n'était pas du voyage. Que la France, toujours, se refait avec des formes de progrès différentes par rapport à l'histoire du monde. Alors qu'aujourd'hui, toute la droite tend à suivre ce que disait Valeurs Actuelles. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Moi, je réponds, ce sera mieux après, pourvu qu'on soit à la hauteur. Et si on ne l'est pas, ben, ça sera bien pire après. Et là, c'est le défi. Ça, c'est une chose. Le contrôle au faciès, oui, j'avais vu avec les gens d'Assez le Feu cette question. Eux-mêmes n'ont pas... Ce sont un peu des gens de fakir aussi, mais eux-mêmes sont restés dans l'entre-soi. Donc un des grands problèmes que nous avons en France, c'est l'entre-soi, y compris parfois dans notre propre mouvement. Donc il faut sortir de cet entre-soi, ce que les Américains appellent l'outreach. Aller chercher à l'extérieur la raison d'être qu'on a dans une organisation et un mouvement. Donc c'est pour ça que vous êtes ici, j'espère, pour avoir cette capacité et la développer. Une chose très simple, c'est que la France ne se ressaisit que dans ce que Jaurès appelait de lumineux réveil, et que ces lumineux réveils changent la règle du jeu, et que de cela nous en sommes tous responsables, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons l'être un peu plus. Voilà. Je crois que fort de tout ça, on n'a plus à hésiter. Moi, je vous donne rendez-vous avec Jacques Cheminade pour le prochain dialogue avec la Nation, donc le 28 avril, ça sera un jeudi. Pour l'instant, bah, voilà, utilisez tous nos outils sur Internet et tous nos tracts pour pouvoir relayer en fait, ce qui s'est dit ce soir et passer à l'action et rentrer en contact avec nous pour ceux pour qui ce n'est pas déjà le cas. À bientôt. Au revoir. Merci. C'est le futur. Applaudissons le futur.